Bonjour à tous, on va attendre les derniers retardataires avant de commencer, mais on est sur le point de débuter ce webinaire. Je pense qu'on peut commencer. Bonjour à tous, bienvenue, merci de vous être connectés. Je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous pour parler de fuite de données, un sujet à la croisée des chemins, donc entre conformité RGPD et cybersécurité. Et qui de mieux pour vous parler de cybersécurité qu'un expert. Cédric, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Cédric Lamouche, donc je suis consultant et responsable aussi de la partie cybersécurité donc de la société Agaetis qui fait partie du même groupe que Witic Noventia. Et donc on va vous présenter le K-Ledger sous le prisme RGPD et le prisme cybersécurité. Je serais ravi de répondre à la fin de vos questions. Super. Alors oui, effectivement, on a pensé ce webinaire aujourd'hui un petit peu comme une discussion. N'hésitez surtout pas à interagir avec nous pendant le webinaire et à nous poser aussi toutes vos questions. On y répondra à la fin du webinaire. Avant de débuter et d'entamer le vif du sujet, on va présenter nos deux activités. Cédric, je te laisse présenter Agaetis dans un premier temps. Ouais, donc Agaetis, on est un cabinet de conseil en cybersécurité. Donc on fait partie, comme je disais, du groupe Noventia. Nous, on intervient sur des questions autour de la conformité en cybersécurité, tout ce qui est audit, ISO, etc. On fait aussi de la formation, du e-training pour accompagner les gens sur la montée en compétences sur des use cases cyber. Voilà, donc on est un cabinet de conseil sur tout ce qui est lié à la cybersécurité. Merci Cédric. Nous, on a une approche assez similaire, mais dans un autre domaine. Witic, c'est à la fois un cabinet de conseil, donc qui vous accompagne dans votre mise en conformité, avec des consultants comme moi qui vont venir vous accompagner. Witic, c'est aussi une plateforme SaaS qui, on va le voir, permet de piloter sa conformité d'une manière assez simple et qui pourra vous aider évidemment en cas de fuite de données. Et enfin, c'est aussi un organisme de formation, Witic, qui vous propose des formations évidemment dans la conformité RGPD, mais aussi des sensibilisations pour vos collaborateurs en cybersécurité. Alors, on va commencer par faire quelques petits rappels, des toutes petites définitions avant de démarrer le sujet, et ensuite on vous présentera aussi quelques chiffres avant de commencer le webinaire. Donc, depuis 2018, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu l'entrée en vigueur du RGPD. Donc, c'est un règlement qui est venu apporter de nouvelles règles, bien que depuis la loi Liberté de 78, on est déjà un cadre réglementaire. Mais là, on a un cadre qui va être international, en tout cas qui s'applique sur les organismes qui se situent au sein de l'Union européenne, mais également pour toutes les personnes dont les données sont traitées au sein de l'Union européenne. Donc, on a une territorialité qui est forte. Le RGPD, il a aussi permis de mettre en place de nouvelles sanctions, des sanctions bien plus fortes. Et je vous ai mis juste ici le chiffre de 214 millions d'euros. Ça, c'est le total des sanctions financières qui ont été données par la CNIL en 2021. On a une hausse de 55%, donc qui est énorme. On voit bien que c'est vraiment devenu une priorité d'encadrer ces traitements de données à caractère personnel. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur la moitié de ces sanctions qui ont été données en 2021, la moitié l'ont été faites sur la base légale d'un manquement à l'obligation de sécurité. Donc, on voit bien que la sécurité informatique dans la conformité RGPD, c'est aussi un enjeu énorme. Enfin, je parle d'encadrement. Ça, je pense que c'est une notion qu'il faut aussi bien retenir. Le RGPD, il est là pour encadrer le développement de l'informatique et le faire dans le respect des libertés individuelles des personnes concernées, mais aussi dans le respect de leur vie privée. Et surtout aussi, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, il faut que ce développement de l'informatique soit accompagné aussi d'un développement de la sécurité informatique qui va avec. Il faut que le niveau de cybersécurité augmente parce qu'on a des risques qui sont de plus en plus nombreux. Quelques chiffres avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter le K-Ledger. Je présente les deux premiers, ensuite Cédric, je te donne la parole. Le premier chiffre, c'est une hausse, 37% de hausse d'intrusion avérée en 2021. Ça, c'est un chiffre qui nous a été donné par l'ANSSI dans son dernier panorama des menaces. Donc, on voit bien qu'en France, dans les systèmes d'information, on a de plus en plus d'intrusions, de plus en plus de risques, et ça se répercute évidemment sur le nombre de notifications de violations de données. En effet, le deuxième chiffre, c'est cette hausse spectaculaire de 79% des notifications de violation de données qui ont été envoyées à la CNIL par téléservice en 2021. Donc, si je me souviens bien, on est à peu près à 5000 notifications de violation de données. Petite nuance,
toutes les notifications de violation de données ne sont pas là pour des fuites de données. Ça peut également être un appareil informatique qui est oublié. Par exemple, je pense à un ordinateur qu'on peut oublier dans un train. Ça entraîne aussi une notification de violation de données. Mais sur l'ensemble de ces notifications, on a aussi pas mal quand même de fuites de données. Cédric, je te laisse prendre la main. Oui, sur la partie cyberattaque, on a énormément de chiffres, hein, alors plus ou moins d'actualité, mais là, grâce à l'ENISA, il y a une étude qui est sortie en juillet 2002, donc qui a été faite de mai 2021 à juin 2022, où il y a des chiffres qui sont sortis assez intéressants et assez inquiétants d'ailleurs, où la France apparaît comme le troisième pays le plus attaqué en Europe. On est sur un volume de données total sur l'Europe sur cette année d'études de 10 téraoctets. À savoir que le premier secteur qui est visé, c'est la santé aujourd'hui, qui ressort au niveau de cette étude. Donc l'ENISA, qui est l'agence de sécurité européenne. Ok, eh ben, on peut entrer dans le sujet. Avant ça, rapide présentation du déroulé de ce webinaire. Là, on va commencer tout de suite à vous présenter le cas pratique, le cas Ledger, et on va suivre ce cas d'une manière chronologique avec les points que vous voyez sur votre droite. Donc, la partie prévention, comment prévenir la violation de données. Ensuite, la partie réaction, comment réagir à votre violation de données, ou en tout cas dans le cas de Ledger. Ensuite, la partie information des personnes concernées. On poursuivra avec la mise en place de mesures de remédiation, les mesures correctrices qui vont permettre de se relever de cette fuite de données. On poursuivra avec le bilan et les impacts. Ce sera aussi notre conclusion. Et juste après, on répondra à vos questions. On démarre avec le cas Ledger. Donc, certains connaissent peut-être déjà un Ledger. Ledger, c'est une société française qui commercialise des hardware wallets. Cédric, peut-être que tu peux nous expliquer, nous en dire un peu plus sur les hardware wallets. Oui, alors Hardware Wallet, aujourd'hui, c'est un outil qui est utilisé avec les crypto-monnaies. Donc on veut sécuriser personnellement ces crypto-monnaies lorsqu'on ne veut pas les laisser sur des plateformes. Vous connaissez peut-être Binance, Crypto.com, des choses comme Oui. ça. Et donc, une fois qu'on a acquéri ces coins, et ben, on veut les sécuriser. Et le meilleur moyen, c'est de les avoir sur un wallet physique, un portefeuille physique en tout cas. Et donc Ledger est un des fabricants de ce type d'outillage. Exactement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Ledger, c'est vraiment une réussite française. On a plus de 5 millions d'exemplaires qui ont été vendus à travers le monde pour ces petites clés qu'on voit à gauche. C'est un best-seller. C'est le leader dans le domaine, mais c'est aussi le leader parce qu'ils ont un niveau de cybersécurité sur leurs produits qui est très satisfaisant et qui rassure ses utilisateurs. C'est le moyen le plus sûr de stocker des clés de chiffrement pour faire des transactions de crypto-monnaie et avoir des crypto-actifs, stocker donc des valeurs sur sa clé. Cependant, on va voir que Ledger a été frappé par deux fuites de données, 2 violations de données. Vous voyez le bilan juste en dessous. Avant de démarrer, je vais vous les présenter très rapidement, mais on rentrera dans le détail juste après. Il y a eu en effet 2 incidents. Le premier, c'était une clé API qui a été mal configurée et qui est restée ouverte pendant 3 ans chez Ledger et qui donnait accès aux commandes des clients et à la base e-marketing, donc à toute la base d'adresse mail qui permettait d'envoyer des newsletters. Ensuite, il y a un deuxième incident qui va les frapper un petit peu plus tard, mais qui a commencé auparavant. On va le voir sur la frise chronologique. Cette fois-ci, c'est en fait un acte humain malveillant, donc un prestataire de Ledger qui est Shopify, qui s'occupe de la partie cette fois-ci e-commerce, donc de la commercialisation en ligne des produits. Eh bien, il y a des salariés de Shopify qui ont récupéré les données des commandes et qui les ont publiées sur Internet. Et on l'a découvert trop tard. Et entre-temps, on va voir, il y a eu beaucoup de tentatives d'escroquerie et de phishing. On commence tout de suite notre plan d'attaque. La première partie, c'est une partie essentielle. C'est même, je pense, la plus importante. C'est la partie prévention. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour éviter ce genre de scénario catastrophe? Parce qu'il faut bien se dire que dans ce cas ci présent, le risque, il est vraiment énorme. Et si je devais faire une comparaison, ce serait la suivante. En fait, il faut imaginer que Ledger, c'est comme un commerçant qui va vendre des coffres forts. Et là, la liste de tous ses clients et l'adresse postale de tous ses clients a été révélée. Donc forcément, ça va donner des idées à des personnes mal intentionnées qui vont essayer de s'accaparer ces crypto-monnaies, tout comme on essaierait de s'accaparer le contenu d'un coffre-fort. Donc, comment faire pour prévenir ce scénario catastrophe? La première chose à faire, je pense que c'est aussi la plus importante, c'est la cartographie des flux de données, la cartographie des traitements de données à caractère personnel et la cartographie de son système d'information.
Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Je vais parler plutôt pour la partie données à caractère personnel pour ma part. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire sur la plateforme Witik. On peut y mettre évidemment tous ces traitements. On peut évaluer le niveau de sécurité que l'on attache à chaque traitement. Et on peut aussi mettre en place un plan d'action avec des dates pour savoir ce qu'on peut faire pour rehausser un niveau de sécurité qui ne serait pas satisfaisant en fonction du traitement de données. Cédric, je pense que toi aussi, tu as ton mot à dire sur la cartographie plutôt SI et quel est l'intérêt de cette cartographie dans le cadre de la prévention. Oui, aujourd'hui, la cartographie, c'est un des piliers, c'est le pilier principal d'un socle de sécurité. On ne peut pas se passer de cette cartographie, notamment pour connaître son exposition, connaître les assets à protéger. Lorsqu'on parle tout de suite de risque, analyse de risque, on est obligé de faire cette cartographie. Et c'est vraiment un élément indispensable dans une DSI aujourd'hui, qui doit être partagé dans différentes entités, que ce soit la partie RGPD, cybersécurité et les métiers. C'est vrai que c'est un travail laborieux, pas simple, mais elle doit être le plus à jour possible. Il y a pas mal de méthodes, plein de méthodes aujourd'hui qui permettent d'y arriver. Des outils aussi derrière, mais on ne doit pas faire l'impasse sur cette cartographie justement pour avoir une vision précise des risques et des impacts qu'il peut y avoir derrière. Exactement. Le but, c'est ça, c'est de mettre le plus souvent possible à jour ces informations sur ces traitements, mais aussi sur son système d'information pour éviter toute forme de shadow IT, pour bien avoir connaissance des données qui sont traitées, de leur lieu de stockage, des mesures de sécurité qui sont en place, tout simplement bien connaître l'utilisation qui est faite des données. Ensuite aussi, ce qu'on doit savoir, c'est quelles sont les mesures de sécurité qui sont en place, parce qu'une fois qu'on a cartographié tous nos traitements, on peut déjà estimer un petit peu quelles mesures on devrait ajuster, quelles mesures devraient s'accompagner de ces traitements, parce qu'en fonction de la nature d'un traitement et du risque qui s'y attache, on va devoir mettre des mesures de sécurité plus ou moins fortes. On peut en citer plusieurs. La première, ce serait la sensibilisation des équipes. On va le voir, parfois le problème est humain. En fait, on a des actes qui se font en interne. On n'est pas toujours attaqué de l'extérieur. Donc la sensibilisation des équipes, c'est quelque chose de très important. On peut aussi penser à la sécurisation des postes de travail avec plusieurs logiciels qui permettent d'éviter des intrusions. On peut essayer aussi de sécuriser les échanges avec des tiers avec des méthodes de chiffrement. Je pense aussi à la journalisation des accès, parce que c'est quand même intéressant de savoir qui a accès à quel moment, à quelles données. Et enfin aussi, je pense à la gestion des accès pour pouvoir restreindre le plus possible à l'accès aux données à caractère personnel et surtout donner cet accès aux bonnes personnes. Cédric, tu peux peut-être nous parler pour le prochain point de l'assurance sécurité, du plan d'assurance sécurité. Plan d'assurance sécurité aujourd'hui qui est indispensable aussi, comme la carto. Tout est indispensable, mais vraiment ces points carto et plan d'assurance sécurité, c'est définir des exigences avec vos sous-traitants, notamment sur la gestion des données, les accès des données, la traçabilité, la sauvegarde aussi, si vous avez des choses partagées avec eux. Voilà, on est vraiment sur le partage du risque et qui fait partie vraiment de ce traitement, gestion du risque, traitement de plan. On est sur le PAS, souvent appelé, qui est aujourd'hui indispensable pour s'assurer qu'il y ait une bonne couverture du risque. Exactement. Et justement, ce PAS, justement, une fois qu'on a fait ce PAS, on se donne le droit de les auditer. Et c'est pour ça que l'audit des sous-traitants est indispensable. Je pense que tu vas en dire un petit peu, qui est bien régi par le RGPD. Mais sans ce PAS, en fait, on peut pas, si on définit pas des exigences de sécurité, c'est difficile d'aller auditer derrière, quoi. C'est ça. L'audit des sous-traitants, c'est le dernier point, mais c'est pourtant un point très important. Lorsque vous allez partager des données à caractère personnel avec un sous-traitant, avant même de s'associer avec cette personne, je pense que c'est très important de faire un premier audit avant de signer quelconque contrat, peut-être de s'assurer que cette personne a en place une PSSI ou alors un plan de continuité d'activité ou d'autres mesures qui vont montrer qu'en tout cas, votre sous-traitant est un acteur en termes de cybersécurité et qui s'engage dans ce domaine. Parfois, il ne mettra pas toujours en place les mesures, il ne faut pas être naïf, mais en tout cas, il faut que votre sous-traitant vous montre qu'il est un acteur de sa propre sécurité, parce que la cybersécurité, je ne pense pas me tromper en disant ça, c'est une chaîne en fait. Et si vous vous associez avec les mauvaises personnes et que c'est ces personnes-là qui sont le maillon faible dans la chaîne, eh bien, ce sera vraiment dommage, parce que vous aurez tout mis en place au sein de votre entité pour avoir un niveau de sécurité qui est satisfaisant, mais il y aura un maillon de la chaîne qui va rompre et qui va peut-être permettre une fuite de données. Et c'est là que l'audit des sous-traitants est intéressant.
C'est quelque chose que vous pouvez aussi faire via notre plateforme Wittic. Vous pouvez adresser des questionnaires à vos sous-traitants qui sont préparés ou personnalisés, dans lesquels vous allez pouvoir les identifier et leur demander les mesures de sécurité qui sont en place en fonction du traitement de données à caractère personnel que vous allez leur confier. Et donc ça, c'est sur la base légale donc des articles 28 et 32.4 du RGPD. Pour revenir à notre cas pratique, dans le cas de Ledger, on peut se demander quelles mesures peut-être auraient permis d'éviter ces 2 fuites de données, donc à la fois sur la partie e-commerce, mais également sur la clé API qui était mal configurée. Je pense qu'on peut se dire que la partie audit ou la partie pentest aurait permis d'éviter donc cette clé API qui était mal configurée. On aurait pu s'en rendre compte un petit peu plus tôt parce que, pour rappel, elle est quand même restée ouverte pendant 3 ans. Donc, c'était autant de temps qui aurait pu permettre à des personnes mal intentionnées de récupérer les données. Et c'est ce qui a été fait. Et ensuite, pour le second incident qui est plutôt de nature humaine, là, on a un acte interne malveillant. On va voir que c'est assez difficile de supprimer le risque, mais on va voir qu'on peut pour autant réduire la zone de frappe. On verra ça dans notre dernière partie. Vous voyez apparaître en bas de la présentation une frise avec les 2 premières dates. Le 18 avril, c'est cette première récupération de données par un salarié de Shopify qui intervient en 2020. Et le 14 juillet, c'est le moment où Ledger est averti par un chercheur en cybersécurité de la fuite de données sur la clé API. En fait, ce chercheur, il est intervenu dans le cadre d'une campagne de bug bounty. Cédric, tu peux peut-être nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, une bug bounty, c'est les sociétés derrière qui proposent des services aux entreprises où ils mettent à disposition des consultants. Alors ça peut être aussi des personnes lambda qui veulent, qui ont une casquette de hacker éthique et qui vont participer à évaluer le niveau de maturité, niveau de sécurité des applications. Donc on leur donne un contexte, un périmètre et on leur donne carte blanche pour étudier. Souvent ça se fait à l'année où il y a des campagnes en permanence. Voilà, ils étudient en permanence le niveau de sécurité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une pluralité dans les profils. Voilà, on n'est pas cantonné souvent à une équipe d'auditeurs qui va travailler sur un point précis, mais là, on a une ouverture sur le nombre de consultants mondiaux qui peuvent intervenir dessus. Voilà. C'est ça, on voit que ça a été très efficace, en tout cas parce que le jour même de cette réception de l'email de notification par le chercheur, il y a eu déjà une correction de vulnérabilité le 14 juillet. On poursuit avec notre deuxième partie, la partie plutôt réaction. Qu'est-ce que je dois faire quand j'ai découvert la violation de données? Déjà, je vais peut-être donner une petite définition de violation de données. Ça parle peut-être pas à tout le monde. Une violation de données, je vous lis la définition, c'est tout incident de sécurité d'origine malveillante ou intentionnelle qui a pour conséquence de compromettre soit l'intégrité, soit la confidentialité, soit la disponibilité des données. Alors, pour réagir à une violation de données, il y a 2 choses à faire. La première, c'est avant toute chose de mesurer l'étendue de la violation de données, de savoir qu'en est-il de la gravité. Alors, comment on fait ça? On fait ça avec un audit fréquent. On revient encore une fois à la cartographie, qui est un élément majeur. C'est en ayant un audit fréquent, en ayant des registres à jour, qu'on va savoir quelles données ont été touchées, quelles sont les mesures de sécurité en place sur ces traitements. Et on va pouvoir donc alimenter notre cartographie en continuant de mesurer l'étendue de la violation. En l'espèce, là, on peut voir que lors de la première fuite de données sur la clé API, on a eu un volume d'1 million d'adresses mail qui ont été publiées et de 9500 fichiers clients. Pour rappel, ces fichiers clients, c'était des fichiers de commande de clé Ledger. Ils contenaient à la fois l'adresse mail, l'adresse postale, là c'est bien plus grave, le nom, le prénom et le numéro de téléphone de toutes les personnes qui ont passé des commandes avec Ledger. Donc on est quand même sur une fuite de données assez massive. On est à 9500 personnes, mais on va voir que le chiffre va augmenter lors du deuxième incident. Le deuxième point, c'est l'obligation de notifier à l'autorité de contrôle votre fuite de données, votre violation de données. En effet, le RGPD impose à l'article 33 de notifier à votre autorité de contrôle, en France, on le sait, c'est la CNIL, votre violation de données. Vous allez donc devoir donner quelques détails à la CNIL dans un délai le plus court possible et dans un délai surtout maximum de 72 heures. Vous avez 3 jours pour faire votre notification à partir du moment où vous avez connaissance des événements. Et dans cette notification qui se fait directement sur le site de la CNIL en téléservice, on va mettre plusieurs informations. On va venir détailler et documenter cet événement. La première chose à ajouter, c'est la nature de la violation. Tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un acte externe, un acte interne, accidentel, intentionnel? On va essayer de mettre le plus de détails possible.
On va aussi parler évidemment des catégories de personnes qui sont concernées. Il peut s'agir de vos clients, comme dans le cas de Ledger. Ça peut également traiter de vos salariés. Il va falloir détailler qui sont ces personnes et surtout combien de personnes sont concernées par cette violation de données. Parce que c'est en fonction du volume et aussi de la catégorie de données traitées qu'une violation de données, qu'une fuite va être plus ou moins grave. On va devoir aussi parler dans cette notification des conséquences que pourrait avoir cette fuite de données. Donc, c'est là que c'est important d'évaluer, comme on l'a vu dans le premier point, grâce à la cartographie, le risque, parce qu'on va savoir quelles données sont exposées et en fonction des données qui sont exposées, on va avoir un risque qui est plus ou moins important. Là, on a un risque qui est très important parce qu'on peut rapidement faire le lien entre l'adresse d'une personne et la possibilité qu'ils détiennent sur cette clé à cette adresse beaucoup d'actifs. Donc, on va voir, ça donne beaucoup d'idées à des personnes mal intentionnées. Le dernier point qu'on met dans cette notification de violation de données, c'est les mesures de remédiation. Qu'est-ce que moi, j'ai mis en place ou qu'est-ce que je compte mettre en place pour faire en sorte que cet événement ne se reproduise plus. Et là, on peut voir sur la frise juste en dessous que la notification a été faite dans les temps. Pour rappel, il y a eu une connaissance de l'événement le 14 juillet et on voit que 3 jours après, on a une notification qui est faite à la CNIL. On voit aussi que Ledger s'est entouré d'entreprises dans la cybersécurité pour avoir des enquêtes, pour avoir un petit peu plus d'informations, pour aller auditer ce qui s'est passé. Et ils ont fait appel à Orange Cyberdéfense. Ça, Cédric, c'est quelque chose d'assez commun de s'entourer d'experts une fois qu'on a connaissance d'une violation de données. C'est quasi obligatoire, parce que Oui. voilà, le cœur de métier de Ledger n'est pas la cybersécurité. Donc, pour montrer des preuves, pour prouver ce qui a été fait, on va faire appel à des experts qui vont venir étudier la cartographie, voir un petit peu, comprendre un peu le système d'information, comment il est fait, aller chercher des preuves. Donc, il y a un gros point sur la traçabilité aussi, journalisation de traçabilité qu'il faut avoir dans son infrastructure, parce que sans ça, difficile d'aller chercher des preuves. Et si on est en incapacité d'avoir des preuves, on peut avoir ça peut aggraver en tout cas le cas de l'entreprise qui subit une fuite de données. Donc on fait intervenir des experts qui vont rapidement faire un rapport, et aussi vis-à-vis des assurances, si on a pu contacter des assurances, etc. C'est des choses qui vont être partagées avec d'autres experts qui vont venir mandater par l'assurance pour aussi faire un audit. Mais en tout cas, on est obligé de faire intervenir en rémédiation, en enquête et en rémédiation ce genre de cabinet. C'est ça. Et j'aimerais rajouter un point avant de passer à notre point 3. Ici, c'était assez difficile de connaître l'ampleur totale de la violation de données parce qu'on l'a vu, il y a 2 incidents. L'incident de la clé API, il a été détecté par un chercheur, mais à ce stade, dans la frise chronologique, Ledger n'a pas encore connaissance de la seconde violation de données qui est intervenue en avril. Donc, il y a une première notification qui est faite, des communications qui vont aussi commencer pour alerter les utilisateurs des risques auxquels ils sont exposés, mais on n'a pas connaissance de l'ampleur totale de la violation de données parce que les 2 fuites cumulées vont faire atteindre, je crois, un chiffre de 290 000 personnes concernées. Donc, on est loin des 9 500 personnes. Le volume total final est bien plus grand, mais à ce stade, ils n'en ont pas encore connaissance. On poursuit. L'information des personnes concernées, je vous en parlais juste avant. Ça, c'est un point qui est essentiel. C'est également une obligation du RGPD qu'on retrouve à l'article 34. C'est essentiel, pourquoi ? Parce qu'il va falloir informer les personnes des détails de l'incident. Déjà, pour être transparent en tant qu'entreprise, vous devez d'informer vos clients si jamais il y a un risque pour les droits et leur liberté. Ça, c'est ce que le RGPD nous dit, c'est une obligation lorsqu'il y a une atteinte aux droits et aux libertés de vos clients, des personnes concernées par la fuite de données, vous êtes dans l'obligation de les notifier. Quand on les notifie, évidemment, on les informe, on essaie de détailler l'incident, d'être le plus transparent possible. On va essayer également aussi de les sensibiliser parce qu'on va le voir dans ce cas précis, ils s'exposent à beaucoup de risques parce que il y a directement, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, un lien entre leur adresse et la possibilité qu'ils détiennent beaucoup de crypto-monnaies. Donc, ça va attirer les mauvaises personnes éventuellement à leur domicile. Donc là, vous, en tant que responsable de traitement, vous allez avoir un devoir de sensibilisation des personnes concernées. Et ce sera aussi l'occasion pour vous de communiquer et de cadrer sur l'étendue des risques. Comme je l'ai dit au début, la clé Ledger, le hardware en lui-même, c'est quelque chose dont la sécurité n'a jamais été compromise. En revanche, pour la partie e-commerce et e-marketing, les 2 bases de données ont été compromises et c'est là qu'il va falloir bien faire la différence entre
la sécurité de votre produit qui, elle, est bonne, et la sécurité de votre base e-marketing et de votre base e-commerce qui, elle, a été compromise. Et ça, Ledger ne s'en est pas caché, hein. Ils ont énormément investi, ils ont leur propre laboratoire de recherche en sécurité, mais ce laboratoire de recherche s'est concentré sur le développement de produits et ne s'est pas concentré assez, on dirait, sur la partie e-marketing et e-commerce, ce qui a fait que Ledger s'est exposé à ces deux failles. Cédric, peut-être que tu veux ajouter quelque chose. Ensuite, je présenterai la suite de la frise. Non, non, effectivement, on voit aujourd'hui, de toute façon, les fuites de données sont souvent liées à cette partie marketing, partie commerce, hein, le besoin d'API ouvertes, le besoin d'échange. On voit dans les dernières recommandations de l'OWASP, etc., tout ce qui est sécurisation des API est remonté vraiment très très haut dans le top 3. Donc c'est ultra important aujourd'hui d'avoir de la sécurité sur ces échanges avec ses partenaires et de pas avoir une confiance aveugle aussi de ses partenaires. Là, malheureusement, on voit qu'ils ont subi 2 attaques différentes. Oui. Enfin, peut-être que c'est lié, on verra après les impacts qu'il y a derrière. Je pense qu'il y a pas de fumée sans feu. Tu présenteras tout à l'heure la suite là, justement, sur les incidences et les impacts qu'il y a eu assez forts. Oui. Voilà, on peut peut-être aussi corréler ces attaques, enfin, une bonne préparation en tout cas des attaquants. C'est ça. Je poursuis avec la frise. On voit que le 23 septembre, Shopify annonce que 200 de ses marchands ont été impactés par une violation de données, donc qui est liée à leurs agents malveillants. Mais à ce stade, Ledger n'est pas encore identifié. Donc Ledger n'a pas connaissance de cette deuxième fuite de données. C'est seulement le 20 décembre que la totalité de la base Shopify va être publiée sur un forum et que Ledger va être informé donc quelques jours après, le 23 décembre, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, ce jour-ci, Ledger est notifié par Shopify des actes internes malveillants de ses salariés. Et donc là, la violation de données prend une toute autre ampleur. La fuite est de 272 000 contacts. Tous ces contacts sont en fait des contacts qui sont liés à des commandes. Donc, on peut savoir qu'ils ont commandé une clé Ledger. On connaît encore une fois leur nom, leur prénom, leur adresse mail, leur adresse postale, ce qui est vraiment bien plus grave. Évidemment, c'était nécessaire pour faire la partie expédition de colis, et leur numéro de téléphone. Une nouvelle notification de données est faite par Ledger dans les temps. Ça, c'est une très bonne chose. On voit qu'elle intervient le 26 décembre, 3 jours après. Et encore une fois, les personnes concernées vont également être notifiées par Ledger. Donc ça, c'est une bonne pratique. Ils ont fait les choses dans les temps. Ce qu'on pourra regretter éventuellement de leur côté, c'est que cette information des personnes concernées, elle a été faite exclusivement en anglais dans un premier temps, que ce soit sur Twitter ou sur toutes les autres plateformes de communication et les canaux qu'ils ont pu choisir. Ils ont fait le choix de faire une communication unique en anglais. C'est peut-être regrettable pour une société française, mais qui évidemment traite dans le monde entier. En termes de transparence, c'était peut-être pas l'idéal. En tout cas, tout a été fait dans les temps et je pense que sur ce point-là, ils ont plutôt bien réagi et ils étaient assez transparents. Ils répondaient en live dès qu'ils avaient connaissance d'une nouvelle information sur un rapport. Ils le partageaient sur leur site web. Prochain point, là on est sur quelque chose de spectaculaire, n'est-ce pas Cédric? Là, on vous présente un exemple de phishing qui a été envoyé aux victimes de cette fuite de données. Là, on a des cyberattaquants qui ont récupéré de vraies clés Ledger qu'ils ont sûrement même achetées. Ce sont des clés authentiques, mais sur ce hardware wallet, ils sont venus faire des modifications, ils sont venus souder de nouveaux composants et ces composants ont permis d'intégrer un malware. Comment ils ont fait pour intégrer ce malware sur les ordinateurs des victimes? Ils ont tout simplement fait croire que Ledger avait envoyé de nouveaux produits pour s'excuser à ses clients, à ses victimes. Tout ça accompagné d'une lettre du PDG, une fausse lettre évidemment signée, que vous pouvez retrouver sur Internet facilement si vous le souhaitez. Et ces hardware wallets, ils contenaient un malware et ce malware, il permettait de récupérer beaucoup d'informations, des informations supplémentaires sur les victimes, mais il demandait aussi de récupérer la phrase de passe. La phrase de passe, c'est ce qui permet, en cas de perte de mot de passe, ou ce qui permet de vous authentifier sur votre clé et donc d'avoir un accès total à tous vos cryptoactifs, à tout ce que vous stockez sur la clé. Et une fois que vous avez donné ou que cette phrase de passe a été récupérée, il n'y a plus de retour en arrière possible. Le cyberattaquant peut avoir accès à tous vos actifs et là, c'est fini pour vous. Vous ne pouvez plus rien faire. Il a récupéré tous vos cryptoactifs. Donc là, on voit qu'on est vraiment sur des cas de phishing très sophistiqués. On a un envoi de produits aux adresses qui ont été récupérées par les cyberattaquants. C'est quelque chose de
de très spectaculaire. Tu trouves pas, Cédric? Ouais, non, là, effectivement, on voit qu'il y a une grosse préparation. C'est l'une des premières cyberattaques qui va aussi loin. Oui, Là, déjà, il faut de la technologie, il faut des gens préparés, il y a une grosse préparation. Sachant que les enjeux sont importants pour les attaquants derrière, puisqu'on parle de crypto-monnaie. Quand c'est arrivé, on était en haut du cycle. Alors, je parlais un peu des termes en bull market, c'est-à-dire qu'on était en haut. Le Bitcoin a connu son plus haut sommet. Et donc, c'était là, les enjeux et la technologie, l'effort qui a été mis par les cyberattaquants est assez important. Déjà, il y a un coût d'acquisition parce qu'il y a une centaine oui, d'euros à peu près un ledger, donc il a c'est fallu ça. acquérir des ledgers, les modifier, injecter un petit code, rajouter une petite puce, etc. Enfin, il y a un gros développement. On voit si c'était une société qui avait dû le faire. Voilà, on voit bien derrière l'effort qu'il a fallu faire pour arriver à envoyer ces clones de Ledger avec un système malicieux à l'intérieur, un malware. Donc C'est là, ouais, ça. on voit qu'on a affaire quand même à une équipe de cyberattaquants évolués. Exactement, tu l'as très bien dit, il y a eu énormément d'efforts qui ont été mis en place, mais et c'est surtout aussi parce qu'on savait que potentiellement, il y avait beaucoup d'argent à la clé, hein. Donc c'était vraiment de l'investissement même, on pourrait dire, qui a été fait de la part des cyberattaquants pour tenter de récupérer, des crypto-monnaies. Une autre méthode qui a été employée, cette fois-ci un petit peu plus, old school, je dirais, bah, c'est l'intimidation. Malheureusement, ça, c'est quelque chose de très grave aussi. Comme, les cyberattaquants avaient accès aux adresses mail, bah, ils se sont permis d'adresser des emails à ces personnes. Je vous résume, cet extrait qu'on peut retrouver juste ici. Le cyberattaquant, informe la personne, la victime, qu'il a contacté des personnes, mal intentionnées, des voleurs, de son quartier, qui vont venir récupérer la clé ou en tout cas essayer de la prendre à son domicile, que cette personne a tout intérêt à faire le bon choix, hein, parce que c'est effrayant pour elle, et qu'ils sont prêts à mettre à exécution leur plan. S'ils veulent que ça n'arrive pas, il faut qu'ils envoient l'équivalent de 0,3 bitcoin. Si on ramène ça aujourd'hui, ça fait à peu près entre 6 et 8 000 euros, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même une belle somme. Je ne sais pas à quel cours était le bitcoin ce jour-ci, mais voilà, donc il y avait des demandes de rançon en fait qui Je sais étaient pas si réalisées tu as par les la date. Moi, je vois cyberattaquants. pas la date, alors je sais pas. La date, c'est en janvier 2021. Ah, on était sur les plus hauts sommets Ah du bah, Bitcoin on était très donc haut. un tiers, bah, ça fait presque 15 000 euros du coup, hein, parce que s'il était à 60 000, on était quand même sur de grosses valeurs, quoi. Je crois au plus haut, il était à 60 000, c'est ça, Ouais, Cédric? c'est ça, ouais, 60 Oui, 000 ans. d'accord. Donc voilà, une autre méthode qui a été utilisée, il y en a d'autres aussi, hein, d'autres méthodes de phishing ou même d'intimidation, de menaces qui ont été employées sur la base des données qui ont pu fuiter et qui étaient en libre accès sur Internet. Donc beaucoup de cyberattaquants ont essayé de s'emparer de ces données pour récupérer une partie de la valeur qui était stockée sur les clés Ledger. Et là, encore une fois, il y a des personnes qui ont cédé à ces menaces et on va voir qu'ils vont essayer de récupérer, d'être indemnisés de leurs pertes financières, mais c'est quelque chose qui est assez compliqué malheureusement. Une fois que vous avez fait votre transaction, c'est difficile, il n'y a quasiment pas de retour en arrière possible. Et ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Ouais, il était à 30 000. 30 000, bon, ça fait quand même une belle somme. On est à 8-9 000 euros. Avant-dernier point, avant de se parler du bilan et des impacts de ces deux fuites de données. Donc, Cédric, je te laisse prendre le premier point donc, sur la partie plutôt API. Je pense que tu seras plus pertinent. Ouais, sur la partie bug bounty, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais, Effectivement, ces sociétés qui font du service autour de mise à disposition de consultants qui sont au travers, qui sont mondiaux, qui interviennent voilà, sur un programme. On leur donne carte blanche et ils vont auditer l'application. Ensuite, un pen test régulier. Alors là, quand on a une approche un peu ISO 27001, on se doit de challenger sa sécurité et elle se fait au travers d'audits et notamment donc les audits de tests d'intrusion ouais, interne, externe, boîte noire, boîte grise. Voilà, il y a plein de termes. En tout cas, ça fait partie de son plan de défense de s'assurer qu'on est conforme en tout cas aux exigences qu'on a pu formuler pour protéger dans les actifs, ce qui crée de la valeur dans l'entreprise. L'analyse comportementale, alors ça, ouais, c'est un peu buzzword, mais aujourd'hui, c'est quasi indispensable, tout au moins d'avoir une traçabilité, une journalisation différents points de son système d'information et d'en faire quelque chose. Parce que souvent, je vois en entreprise, il y a de la journalisation, mais elle n'est pas exploitée. Elle c'est reste, ça. des fois, elle reste aussi sur les équipements ou sur les serveurs, sur les applications. Donc l'idée, c'est de récupérer toute cette journalisation, de la valoriser en travers d'analyses à l'intérieur en temps réel
et faire de la corrélation par rapport à des événements redoutés. Et donc là, on va pouvoir être derrière alerté, avoir des dashboards, avoir une continuité, avoir une visibilité de ce qui se passe sur l'infrastructure. Et notamment sur des fuites de données, on peut par exemple détecter des téléchargements de fichiers assez gros, inhabituels ou à des heures inhabituelles, ou des tests de connexion à des heures inhabituelles. Voilà, tout un tas de choses qui sont possibles seulement si on a ces journaux. L'autre approche aussi, c'est le security by design, c'est de rentrer dans le développement sécurisé par nature, c'est-à-dire que dès le départ de la conception, on va intégrer des personnes qui ont cette casquette de sécurité et qui vont imposer des exigences par rapport au développement, par rapport au langage, par rapport aux librairies, par rapport aux bases de données, par rapport aux API. Tout au long de ce process de développement, il va y avoir des jalons de sécurité où on va auditer le code, on va faire du test d'intrusion aussi sur certaines Oui. parties. Et tant que cela ne sera pas validé, on ne pourra pas aller plus loin. En tout cas, on ne pourra pas aller en production, en mise en production. Voilà. Donc cette approche security by design aujourd'hui est quasi indispensable pour s'assurer d'une conformité par rapport à une certaine méthodologie, par rapport à un framework. C'est ça, exactement. On retrouve la même logique avec la conformité RGPD, avec le privacy by design, qui s'accompagne aussi du security by design. En auditant un petit peu le traitement, on peut aussi évaluer les mesures de sécurité qui pourraient être mises en place et surtout les mettre en place. C'est ça qui est important. Le plus important, c'est pas de les trouver, c'est de les mettre en place. Pour le deuxième incident, les mesures de remédiation sont différentes parce que l'incident est d'une nature qui est totalement différente. Là, on n'est pas sur une erreur de paramétrage, on est sur une erreur qui est humaine, qui est intentionnelle. Donc, même si on internalise ce système de e-commerce et qu'on arrête de traiter avec Shopify et qu'on a perdu confiance, on aura toujours des personnes, des salariés qui auront besoin d'avoir accès aux données e-commerce pour pouvoir assurer l'expédition des colis, éventuellement la partie service après-vente, les retours sur les colis. Donc, il y aura toujours une partie de la donnée qui sera exposée à ce risque humain. Ça, c'est tout à fait normal. On ne peut donc pas supprimer ce risque. Et pour information, Ledger continue de travailler avec Shopify, ils n'ont pas arrêté. Mais en revanche, ce qu'on peut faire, c'est réduire la surface d'attaque. Qu'est-ce que j'entends par réduire la surface d'attaque ? C'est tout simplement faire en sorte qu'il y ait le moins de données disponibles ou entre les mains des personnes qui peuvent les traiter. Pour faire ça, la première chose à faire, c'est de réduire la durée de conservation. En ayant une durée de conservation qui est plus courte, on va forcément avoir une surface d'attaque qui est plus faible. Chez Ledger, ils ont décidé de mettre en place une durée de conservation pour leur commande de 3 mois. Ils ont calculé qu'en 3 mois, ils avaient le temps de prendre la commande, de l'expédier, potentiellement de faire un retour, de traiter du SAV. Et au terme de ces 3 mois, le prestataire, le sous-traitant de données à caractère personnel n'a plus accès à ces données. Et donc, forcément, c'est une surface d'attaque qui est réduite, qui est plus faible. La deuxième chose que l'on peut mettre en place, c'est un archivage intermédiaire. Donc, une fois que ces données ne sont plus accessibles par notre sous-traitant, nous, chez Ledger, on va les récupérer, mais surtout, on va les mettre dans une base qui est, elle, un petit peu plus sécurisée, à laquelle on n'accède pas en un clic. On va venir tout simplement archiver nos commandes pour faire en sorte, encore une fois, qu'elles ne soient pas accessibles et qu'on soit moins exposé à ce risque humain. On peut coupler cette mesure d'autres mesures comme la journalisation. Cédric t'en parlait, ça permet donc de voir qui a eu accès aux données avec des logs. Donc, on va pouvoir identifier les responsables. Et on peut aussi mettre en place des mesures de gestion des accès. La gestion des accès, ça va permettre cette fois-ci de savoir qui a accès aux données et de donner seulement accès aux données aux personnes qui en ont besoin. Donc voilà, c'est avec ces mesures-là qu'on va seulement pouvoir réduire la surface d'attaque parce qu'on ne peut pas supprimer ce risque qui est humain et qui est propre à quasiment tous les organismes, toutes les entreprises. Oui, je voulais rajouter aussi, Oui. attention au partage d'informations avec des sous-traitants. On voit aujourd'hui de plus en plus besoin côté marketing, faire de l'analyse sur les données. Donc là, on va parler d'anonymisation, pseudonymisation. Bien attention aujourd'hui sur ce partage avec ces sous-traitants de ces données. Exactement. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je reviens dessus. Je pense que c'est aussi très intéressant de bien s'intéresser à cette partie de sous-traitance lors de la contractualisation. Avec votre sous-traitant, je vous recommande, et c'est même nécessaire de mettre en place donc
un Data Privacy Agreement, donc un accord sur la protection des données entre vous, responsable de traitement, et votre sous-traitant. Et dans cet accord, vous pouvez mettre tout un tas de mesures en place. Vous pouvez exiger beaucoup de choses. Vous pouvez imposer vos conditions sur la sécurité et sur le traitement des données à caractère personnel. Et c'est là que vous allez pouvoir imposer donc des durées de conservation. Vous allez pouvoir aussi leur imposer un délai en cas de notification de violation de données, parce qu'il faut savoir qu'il y a une obligation pour le sous-traitant d'informer le responsable de traitement s'il détecte une fuite de données qui va impacter le responsable. Voilà, c'est toutes ces choses qui doivent bien être encadrées dès la signature du contrat et dès la négociation même du contrat. C'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Pour revenir à notre cas pratique et avant de repasser au bilan, il faut aussi savoir que Ledger a mis d'autres mesures en place. Ils ont nommé un CISO. Tu peux peut-être nous parler de ce rôle, Cédric, au sein de... Oui, c'est celui qui va avoir cette casquette un petit peu d'assurer la conformité, de définir des exigences de sécurité. C'est ça. Il va être le pilote de la sécurité au sein de cette entité-là. Donc, il va s'appuyer en interne sur l'externe aussi, souvent par des cabinets externes. Mais en interne, voilà, il va formuler des exigences et au travers de ces différents tableaux de bord, il va pouvoir définir et voir où est-ce qu'il y a des écarts par rapport à sa conformité qu'il exige, en tout cas sur le système d'information. C'est ça. Et c'est là aussi, peut-être qu'on pourrait ajouter qu'une plateforme comme Witik, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir mettre en place un plan d'action. On va donc pouvoir s'imposer de mettre en place à telle ou telle date, ou en tout cas de se donner une fiche d'action à suivre pour faire en sorte que nos mesures de rémédiation soient en place, ou peut-être même si on est encore dans la phase prévention, de pouvoir analyser le risque, l'identifier facilement et surtout entre différents interlocuteurs, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quand même essentiel qu'il y ait un échange entre le service conformité, qu'il soit assuré par un DPO externe ou interne, ou alors par le service juridique, ou pour des plus petites structures, parfois même par le responsable légal, et tous les services informatiques qui y sont liés. Il faut qu'il y ait un échange permanent entre ces services pour que toutes les mesures qui vont être mises en place soient faites de concours. Je pense que cette partie échange, elle est très importante et il faut qu'il y ait une coopération. Besoin de partage, de consolidation de documents, notamment sur des documents de travail qui impliquent plusieurs métiers et plusieurs domaines de compétences dans une structure. Donc tu as parlé effectivement, mais il y a la partie DSI, partie financière aussi, qu'il ne faut pas oublier de tout ça. Donc il faut faire du partage documentaire avec eux, puisqu'ils participent à la compréhension, définition des contextes et des besoins, etc. Donc ce partage documentaire doit se faire de façon sécurisée, ordonnancée. Et on ne peut plus travailler aujourd'hui sur un simple fichier Excel qu'on partage dans un répertoire. Le périmètre est tellement large à couvrir qu'on est obligé de s'outiller avec les bons outils. C'est ça. Alors, on est dans les temps, c'est super. On va passer sur la partie bilan et impact. Alors, moi, j'ai identifié 4 impacts différents. Le premier, c'est l'impact réputationnel. Évidemment, vous l'avez vu, il y a des mesures d'information qui sont imposées par le RGPD. Vous allez donc devoir communiquer souvent de manière publique sur votre fuite de données. Donc, ça va envoyer un message au marché et montrer que vous avez peut-être pas assez investi dans la sécurité de vos traitements, dans la sécurité de vos systèmes d'information, ou peut-être que vous avez mal choisi vos sous-traitants. Voilà, cet impact réputationnel, il ne faut pas le sous-estimer parce que ça peut peut-être laisser plus de place à vos concurrents et ça va être une période difficile pour vous. Ensuite, on a l'impact juridique. Il y a plutôt plusieurs impacts juridiques. Le premier, et il ne faut pas l'oublier, il est très important, c'est la sanction de la CNIL. Quand vous allez notifier à la CNIL d'une fuite de données, la CNIL va être informée, elle va connaître les mesures qui étaient en place, celles que vous comptez mettre en place, et si elle sent que vous êtes un petit peu léger sur ce domaine, elle pourra mettre en place un contrôle. Et lors de ce contrôle, si ça se passe mal pour vous, si vous n'avez pas mis les mesures de sécurité nécessaires, comme on a pu le voir, la CNIL n'hésite pas à mettre en place des sanctions. La sanction maximum, pour rappel, c'est 20 millions d'euros ou 4% de votre chiffre d'affaires. Donc ça peut être un impact énorme sur votre développement et c'est le premier impact juridique. Le second, c'est tout simplement toutes les personnes qui vont essayer d'avoir réparation de leurs préjudices. Comme on l'a vu, les préjudices, ils sont assez nombreux ici. Il y a des préjudices financiers, il y a des personnes qui ont envoyé ces 0,3 bitcoin, parfois plus, parfois moins. Il y a des personnes
qui ont perdu voilà, beaucoup d'argent. Et il y a aussi un préjudice moral. Il ne faut pas l'oublier, comme on l'a vu dans ces mails qui sont assez agressifs et menaçants, des personnes vont peut-être avoir peur, vont peut-être avoir besoin de déménager parce qu'elles se sentiront plus en sécurité. Et je pense que le préjudice moral, il ne faut pas le sous-estimer. Pour réparer ces préjudices, il y a plusieurs actions qui sont en cours. Il y a une class action qui est en cours en Californie. Pas de résultat pour le moment. Je vais suivre ça avec grand intérêt. La même chose en France. On a une action de groupe. Plusieurs personnes se sont réunies pour demander dédommagement et réparation de ces préjudices à Ledger. Ledger a communiqué et a dit que ce serait compliqué, voire impossible pour eux, sans courir à la faillite, d'indemniser toutes les personnes sur leurs préjudices financiers. Affaire à suivre. Le prochain impact, c'est l'impact organisationnel. Pour Ledger, ça n'a pas été vraiment le cas. Leur organisation n'a pas été compromise par ces 2 fuites de données. Ils ont même lancé un nouveau produit très peu de temps après ces incidents. En revanche, on peut imaginer que dans toute l'entreprise, c'était le branle-bas de combat. Il faut, comme l'a dit Cédric, il y a tous les services qui sont impliqués. On va avoir le service conformité, le service juridique, le service informatique, le service financier, parce que toutes les mesures qu'on a citées depuis tout à l'heure, elles ont un coût, évidemment. Et donc là, vous allez désorganiser votre société. Si vous avez peut-être prévu des sorties de produits, vous allez être retardé dans votre production. Il y a de grandes chances que ça arrive. Et ça, c'est un impact à ne pas sous-estimer. Le dernier impact, c'est l'impact financier. Et il reprend un petit peu tout ce que je viens de dire. C'est assez transversal. Si votre réputation baisse, vous laissez plus de place à vos concurrents, vous allez potentiellement perdre des ventes. Si vous devez indemniser des victimes, évidemment, ça va vous coûter de l'argent. Si vous devez payer une sanction à la CNIL, ça peut vous coûter très cher. On l'a vu, jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires. Et enfin, si vous avez un problème organisationnel au sein de votre société, vous allez peut-être retarder votre développement et ça va évidemment vous impacter financièrement. Je crois qu'on a terminé. On peut désormais passer à la partie questions. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre attention lors de ce webinaire. Et c'est parti, on va commencer à répondre à toutes vos questions. Alors, Cédric, est-ce que tu en vois, toi, de ton côté? Moi, je vais aller rejoindre l'espace. Il y a des questions sur la partie cyber, je vais essayer de répondre. Super. Il y a Jean-Marc Lejeune là, qui nous posait une question sur la gestion de crise, comment on doit s'organiser, et notamment par rapport aux accès. Effectivement, quand une cyberattaque, il est conseillé de tout couper. Alors tout couper, oui et non. Couper des choses qui ne sont pas sous le feu de la cyberattaque, ça n'a pas trop d'intérêt. En tout cas, on doit se préparer à une cyberattaque. Donc cette gestion de crise, elle doit prendre en compte un mode dégradé, en tout cas sur le système d'information. On parle aussi de salle blanche quand on redémarre, quand on repart. Donc, ce qu'on va redémarrer, c'est nettoyer, c'est propre. Il y a un truc qui est souvent oublié sur la gestion de crise quand on est sur un blackout total du SI, c'est sa documentation. La documentation du SI, souvent, elle est portée sur des équipements qui ne sont plus disponibles, qui sont soit compromis ou arrêtés parce qu'on les a arrêtés. Ils sont dépendants de structures. Donc l'idée, c'est d'avoir des backups, des copies physiques. Alors soit du papier sur la cartographie ou des choses comme ça, ou avoir des clés USB au coffre ou des PC portable, s'il y a une solution de gestion documentaire, etc. On doit avoir une copie fonctionnelle sur un PC portable qui est sécurisé et qui sera utilisé en cas de crise avec toutes les informations nécessaires pour bien comprendre son système d'information et surtout aussi pour aider les auditeurs externes qui vont venir vous accompagner parce qu'on le sait que plus on gagne du temps sur la détection, plus la rémédiation va être moins coûteuse et plus rapide. Donc si vous n'avez rien à leur donner, ça va à la sortie, ça va coûter cher, la facture va coûter cher. Donc, on doit se prémunir de tout ça. Si vous avez besoin de communiquer à l'extérieur, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec du partage 4G. Alors, avoir un équipement qui est en capacité de le faire, de vous monter un mini réseau complètement isolé, déconnecté du réseau de production. Donc ça, c'est des pratiques, puisqu'on a besoin de communiquer à l'extérieur, comme tu le disais tout à l'heure, communication au travers de ses partenaires, etc. Donc là, il est important de se préparer sur cette gestion de crise, de l'écrire, d'identifier les bonnes personnes aussi, etc. Mais c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. J'espère que j'ai répondu. Il y avait une question sur la cyber-résilience. Cyber-résilience, compliqué à répondre. Déjà, il faut connaître son niveau de maturité en termes de cybersécurité. Pour ça, c'est des audits externes, audits internes aussi. On peut s'auditer aussi personnellement sur son système d'information, mais surtout avoir des avis extérieurs, mesurer un petit peu le gap entre les bonnes pratiques, ce qui est attendu, ce qui est aussi imposé par différentes législations.
On va parler RGPD, on va parler de LPM, on va parler, ça dépend de votre cœur de métier, mais il y a des obligations aussi légales, étatiques. Donc important aussi de se mesurer par rapport à ça. Pour la cyber-résilience, voilà, c'est qu'est-ce que se cache derrière le mot cyber-résilience? C'est pouvoir avoir une continuité d'activité ou redémarrer rapidement le business. Voilà, la cyber-résilience, c'est la protection du business, redémarrer rapidement ou continuer le business quoi qu'il en coûte. Donc, voir après, avoir les bonnes personnes aussi en interne pour qu'ils vous expliquent aujourd'hui le business, comment il fonctionne, il est lié à quoi dans votre système d'information, comment vous avez prévu de le protéger. Voilà. Prochaine question, je pense que c'est pour toi. plutôt pour moi. Ouais. Alors, question de Claire. Si la violation de données n'est pas due à une faille de notre entreprise, mais au hack de la boîte mail du client, devons-nous quand même notifier la CNIL de la violation de données? Exemple, hack de l'adresse mail Google d'une personne qui permet au hacker d'usurper son identité et de passer des commandes avec la carte bancaire auprès des clients. Alors ça, c'est un cas pratique aussi qui arrive excessivement souvent. Alors effectivement, alors là, je vois que vous vous placez plutôt dans le rôle de la banque. Si vous êtes une banque et vous voyez qu'il y a une identification qui est faite sur le compte de votre client et que vous en avez connaissance, évidemment, vous allez avoir l'obligation d'informer d'une violation de données parce qu'il y a eu un accès illégitime aux données personnelles de vos clients. Côté Google aussi, je vois que vous posez également la question. C'est la même chose. Google, s'ils se rendent compte qu'il y a eu un accès illégitime aux données de ses clients, eh bien, il y aura une violation de données et ils seront dans l'obligation de la notifier, mais également de notifier le client. Je pense avoir répondu à la question. J'espère que je l'avais bien comprise. Mais oui, en tout cas, il y aura une obligation. À partir du moment où vous êtes responsable de traitement ou même sous-traitant, vous allez devoir soit avertir votre responsable de traitement, soit l'autorité de contrôle, parce qu'il y a eu une atteinte aux données à caractère personnel que vous traitez en tant que responsable ou en tant que sous-traitant. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on peut terminer là-dessus, si ça te va, Cédric. Oui, s'il n'y a personne d'autre voilà, qui veut poser une petite question, mais il n'y a pas de souci. En tout cas, c'était un réel plaisir de parler Oui, sur c'était ce un vrai plaisir cas, un vrai d'échanger. use case intéressant de bout en bout. En Ouais. plus, on voit que donc il y a eu l'attaque, puis après derrière l'utilisation, en tout cas des données qui avaient été. Question de Jean-Marc, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay. Il sera publié sur LinkedIn si je ne me trompe pas et il sera sur la plateforme YouTube. Donc il sera accessible d'ici quelques jours. Merci à tous pour votre attention. On va clôturer ce webinaire ici. C'était effectivement un plaisir. J'étais ravi de vous parler de ce sujet. Et puis j'espère vous revoir bientôt pour traiter d'un autre sujet, qui sait. Merci, au revoir. Merci, au revoir.